On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un certain roulement de tambour, Adrien Rabiot. Mais c'est une catastrophe. Donc loin de moi l'idée de parler trop longtemps de son passage à l'OM, parce que ça on en a strictement rien à faire, hormis la fin tragicomique qui est en train de se passer en ce moment même sur la Canebière. Ça vous étonne? Bah non. C'est pas comme si on n'avait pas prévenu les Marseillais, et c'est pas comme si lui-même, on l'avait pas prévenu qu'il n'avait pas le pédigré pour ce club. Mais bon, il a voulu tester, il a tenté, il s'est pris les pieds dans le tapis, et il va bien le regretter. Petit message aux Marseillais d'ailleurs qui se permettent toujours de critiquer les autres clubs, alors que chez eux, c'est la foire. Quand je pense que vous êtes permis de critiquer la gestion du cas Neymar par les dirigeants parisiens, ça me fait bien rire, parce que vous n'êtes même pas capable de gérer un simple Rabiot avec sa maman, quoi. Donc maintenant qu'on a dit ça, je voudrais faire un rapide résumé de sa carrière. Parce que je trouve que son parcours, en fait, il définit parfaitement Adrien Rabiot, son entourage, sa manière de fonctionner, ses exigences, ses demandes constantes. C'est des choses qui déjà nous avaient frappés quand ça se passait à l'époque. Mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on fait l'état des lieux de tous les problèmes qu'il y a eu avec ce mec, c'est plus une fiche, c'est un casier judiciaire. Et on se rendra aussi vite compte, justement, dans le portrait que je vais vous dresser de lui, qu'il y a un truc prédominant et majeur qui, à mon avis, à mon sens en tout cas, a complètement eu un impact négatif sur sa carrière. C'est évidemment son agent, aka sa mère, Véronique. Donc on le dit depuis des années, et on le sait parce que c'est des choses qu'on a entendues de la part des formateurs, de la part des coachs, de la part de la présidence, que c'est un personnage toxique, et pour le monde du football, et pour son joueur. Donc on va commencer par sa biographie, on va commencer par ses tout premiers débuts, et vous allez vite vous rendre compte qu'il y avait déjà des problèmes avec son entourage, bien avant sa majorité. Si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, c'est vrai qu'en regardant un peu son parcours, on pourrait se dire que ce garçon il a souffert. Mais on va s'intéresser aux détails, et on va vite se rendre compte que toutes les problématiques qui ont eu lieu sur son cas, elles sont quasi toujours déclenchées par lui-même. Que ce soit des polémiques, que ce soit des remises en question du travail de l'entraîneur, que ce soit des remises en question des dirigeants, que ce soit des remises en question sur son salaire. Et en regardant tout ça, j'en suis même venu à me poser une question. Mais en fait, ce petit n'a jamais vraiment pensé qu'au football. Et c'est bien ça le problème. Donc il est né le 3 avril 1995 à Saint-Maurice, donc en Val-de-Marne dans le 94. Il fait ses tout premiers pas dans le football à 6 ans, en 2001, dans le club de Créteil-Lusitanos. En 2008, il a 12 ans et son entourage et lui décident d'aller tenter leur chance dans le club de Manchester City, en Angleterre. Ça ne se passe absolument pas comme ce qu'ils espéraient, donc il décide de rentrer 6 mois plus tard en France. À son retour en France, il fait un court passage d'1 an à Pau, et c'est de là que les scouts parisiens le repèrent, et donc décident de l'intégrer au centre de formation du Paris Saint-Germain en 2010. Donc Rabiot intègre le centre de formation en 2010, ça se passe bien, mais selon plusieurs sources, on apprend que déjà à l'époque, certains coachs et certains formateurs se plaignent des exigences de son entourage. Exigences jugées beaucoup trop hautes pour un jeune de son âge. Preuve en est, il bénéficie déjà d'un salaire de 40 000 € par mois, ce qui est énorme pour un jeune du centre de formation. Je le précise parce que je veux que les gens se rendent bien compte qu'on a déjà investi entre 2010 et 2012 plus d'1 million d'euros uniquement sur sa formation, alors qu'il a à peine 15-16 ans. Et à l'époque, c'était vraiment énorme. On n'était pas du tout sur les salaires qu'on peut voir passer aujourd'hui. Donc, il bénéficiait déjà d'un salaire qui était complètement hors norme par rapport aux autres jeunes du centre de formation. Sportivement, le club est très satisfait de ses performances. Donc en 2012, il décide de lui faire signer son premier contrat pro. Donc là, il fait quelques apparitions sous la tutelle de Carlo Ancelotti, alors entraîneur du PSG jusqu'en 2013. Ancelotti d'ailleurs qui apprécie le joueur, mais qui se confronte déjà également à des demandes incessantes de la part de la famille du joueur pour le faire jouer plus souvent. Donc ce qui conduit donc Carlo Ancelotti et le club à prendre une décision et de devoir le prêter à Toulouse pour l'année 2013 afin justement qu'il puisse jouer plus souvent. Donc le club accepte de le prêter à sa demande. Adrien Rabiot a alors à peine 18 ans à l'époque. Il fait une saison plutôt satisfaisante avec Toulouse, où il joue pas mal, plus de 32 apparitions, et il marque aussi son premier but en Ligue 1. Il revient donc au club l'été d'après. Le PSG a changé d'entraîneur pendant l'été également. Ancelotti est parti et a donc été remplacé par Laurent Blanc. Laurent Blanc restera 3 ans au club, entre 2013 et 2016. Et ce que l'on peut dire, c'est que ses expériences négatives avec Véronique Rabiot ont été plus que nombreuses, estimant que Adrien devrait jouer plus souvent. Et ça a donc donné un moment mythique en conférence de presse où Laurent Blanc répond à un journaliste qui lui pose une question justement à propos du statut d'Adrien Rabiot. Et la réponse de Laurent Blanc: « Moi, je ne m'occupe pas des humeurs d'un joueur et de sa famille. »
Tiens. Donc là, on est en 2014. Et donc, durant le mandat de Laurent Blanc, de 2013 à 2016, arrive en 2014 le fameux moment clé de la première prolongation du contrat d'Adrien Rabiot. Je précise qu'Adrien, à ce moment-là, a seulement 19 ans et donc n'est pas un joueur encore aguerri, expérimenté, à qui on peut forcément proposer un salaire conséquent. Même si son passage est déjà très encourageant et qu'il semble assez logique qu'il puisse s'inscrire dans la durée pour espérer une revalorisation dans les 2-3 années suivantes, évidemment. Mais pour cela, il aurait fallu être un peu plus patient. Concernant les détails de cette prolongation, le PSG propose 120 000 € net mensuels pour Adrien Rabiot, ce qui veut dire donc qu'il triple son salaire par rapport aux 40 000 qu'il avait avec son contrat aspirant, ce qui est donc déjà une très belle somme, surtout pour un jeune de son âge. Je tiens à le préciser, mais ce ne sont vraiment pas des montants classiques à l'époque, ce sont déjà des émoluments très intéressants pour un jeune de son âge. Mais c'est là que les problèmes commencent. Véronique Rabiot refuse le salaire et, prétextant que Lucas Digne, venant d'arriver au club, Lucas Digne qui avait déjà de l'expérience et en termes de matchs européens et en termes d'expérience internationale puisqu'il était déjà appelé par Didier Deschamps. Donc Véronique Rabiot demande au club 250 000 € net mensuels pour pouvoir faire prolonger son fils. Certaines sources disent même qu'elle est allée jusqu'à demander autant que le salaire de Verratti à l'époque. Verratti qui attaquait donc sa 3e année en tant que titulaire au club et qui avait donc un salaire de 300 000 € mensuels. Non mais à quel moment on peut prétendre à des émoluments pareils alors qu'on sort à peine du centre de formation? Mais comment est-ce que c'est possible? Donc bilan de l'opération, Adrien Rabiot prolonge son contrat et son salaire donc passe de 40 000 € net mensuels à 280 000 € mensuels. Ce qui est mais monstrueux quoi. Enfin je veux dire, je sais pas si on se rend compte. Et surtout, à l'époque, là on parle d'il y a 10 ans, n'importe quel autre joueur et entourage se serait contenté de ça et aurait été très satisfait. Qui plus est, tout en maintenant un niveau sportif très intéressant, une évolution de carrière plus qu'honorable. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup de bruit déjà à l'époque, nous expliquant que les dirigeants et tous ceux qui traitent avec le clan Rabiot en ont marre et sont clairement épuisés. Des réunions sans fin qui n'aboutissent à rien, des réévaluations de salaire constante. C'est tout ça déjà qui, je pense, a conduit les dirigeants en 2019 à ne pas se laisser marcher sur les pieds comme ça avait déjà été le cas en 2014. Parce que franchement, si ça avait été moi par exemple, moi je leur ai dit de faire ses valises et d'aller voir ailleurs. Je leur ai jamais donné un salaire de 280 000 € mensuel, titi parisien ou non. Donc déjà à ce moment-là, il peut s'estimer chanceux. Et pas qu'un peu. Donc comme je l'ai expliqué, de 2013 à 2016, il exerce sous les ordres de Laurent Blanc. Et pendant ce mandat, on nous a quand même fait remonter pas mal d'anecdotes, dont une qui était donc un accrochage entre Véronique Rabiot et Laurent Blanc pendant un entraînement, car Véronique Rabiot estimait que son fils devait rester sur le terrain et ne pas se faire remplacer, comme Laurent Blanc l'avait fait. Donc le bilan de Laurent Blanc sur ces 3 années à propos d'Adrien Rabiot, c'est que c'est un garçon talentueux, mais trop capricieux. Donc grâce à cette énorme visibilité que lui offre le Paris Saint-Germain sur ses premières années, Didier Deschamps le remarque et l'appelle donc en équipe de France A en 2016 et il y connaît ses premières sélections. J'y pense aussi dans la partie anecdote négative et qui déjà aurait dû nous mettre la puce à l'oreille sur la mentalité de ce joueur. Mais rappelez-vous donc que pour la Coupe du Monde 2018, Didier Deschamps avait fait une liste avec donc des joueurs et des réservistes bien entendu comme c'est toujours le cas, que Adrien Rabiot a vu son nom dans la liste des réservistes et a refusé sa convocation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement lunaire. Il a à peine 23 ans, il n'est même pas titulaire au PSG parce que le milieu à l'époque c'était Matuidi, Mota, Verratti. Donc c'est déjà une chance pour lui d'être appelé en équipe de France. Par exemple, n'importe quel autre joueur se serait contenté même d'un statut de remplaçant en jouant 0 minutes pendant la Coupe du Monde, en étant sur le banc tous les matchs, mais en soulevant le trophée à la fin. Enfin, je veux dire, tout le monde aurait été content de ça. Bah, pas Adrien. Adrien, lui, il voulait jouer, il voulait être titulaire carrément dans cette équipe. Je vous rappelle le milieu de l'époque, c'était Kanté Pogba, donc va faire ta place là-dedans. Mais donc lui, il ne veut pas, il refuse l'équipe de France, et donc ça crée une polémique énorme. Alors souvenez-vous, les médias en avaient parlé, les gens avaient commencé à le traiter de paria, puis des gens avaient commencé à le défendre en disant qu'il n'avait pas été respecté. Enfin, à quel moment on n'est pas respecté quand on est appelé en équipe de France, réserviste ou pas? Donc déjà cet épisode, on se dit, selon moi déjà, à ce moment-là, on n'aurait jamais dû le rappeler en équipe de France. C'est fini. Mais bon, étant donné que Deschamps c'est un pragmatique, on savait que le moment où Rabiot sera un peu plus performant, il serait rappelé de toute façon. Mais ça en dit quand même très très long. Donc suite au départ de Laurent Blanc, c'est Unai Emery qui le remplace
à l'été 2016. Il fait également confiance à Adrien Rabiot et l'intègre à la rotation. Évidemment, le milieu en place, c'était toujours Matuidi, Verratti, Thiago Motta, comme depuis 3 ans avec Laurent Blanc. Mais on sait que Blaise Matuidi et Thiago Motta commencent à être un petit peu âgés, donc on voit tout à fait en Adrien Rabiot un potentiel successeur sur un de ces deux postes. Unai Emery est plutôt satisfait du rendement de Rabiot. Le problème, c'est que Rabiot, lui, par contre, il estime toujours que son temps de jeu n'est pas suffisant. Donc ça crée pas mal de frustration de son côté, mais surtout pas mal de maladresse, des déclarations dans les médias, auprès de ses coéquipiers, auprès des entraîneurs. Et malheureusement pour lui, la fin de l'année est assez compliquée puisque c'est l'année de la fameuse remontada. Donc il participe au 4-0 du match aller et honnêtement il fait un très bon match. Le problème c'est que comme tous les joueurs en match retour, il est transparent, fantomatique et du coup il se fait pas mal accrocher par les supporters et les médias. De mémoire, il avait assez mal vécu déjà cet épisode. Sauf que tous les joueurs présents le soir de la remontada ont été critiqués de la même manière. Il n'y a pas eu de cas particulier pour lui ou pour un autre. Et là, les choses s'accélèrent, puisqu'à l'été 2018, Thomas Tuchel remplace Unai Emery, ce qui, pour certains supporters, n'est pas très compréhensible, étant donné qu'hormis la remontada, évidemment, Unai Emery avait quand même fait une super saison, faut le reconnaître. Donc Thomas Tuchel arrive dans un contexte un peu particulier, rencontre l'équipe, rencontre donc Adrien Rabiot, apprécie son profil, le déclare même dans la presse, en disant qu'il compte sur lui. Le problème, effectivement, c'est que son contrat arrive fin 2019, et qu'il faut le prolonger, donc. La suite, on la connaît, de gros conflits entre le club et sa maman pour la prolongation du contrat d'Adrien. Donc d'après les échos qu'on a eus, le salaire demandé par la maman d'Adrien Rabiot était équivalent au salaire de Verratti à l'époque. En sachant que Verratti donc, avait prolongé son contrat, je crois, 1 ou 2 années précédemment, et qu'évidemment, ses émoluments étaient devenus monstrueux. Je crois qu'il était à hauteur de 700 000 euros par mois. Donc le club, évidemment, a refusé cette augmentation. Par contre, ils lui ont dit, si tu veux, on te propose le même salaire que celui de Blaise Matuidi, qui était déjà énorme à l'époque. C'était un des plus gros salaires du club. Je crois qu'à l'époque, il était à hauteur de 500 000 euros net mensuels. Donc ce qui était déjà très très bien. Eh bien, devinez quoi? La maman de Rabiot, elle refuse cette proposition en estimant que c'est un manque de respect vis-à-vis de son fils et du travail qu'il a fourni pour le PSG. Mais en plus, elle est intransigeante et elle dit si vous ne proposez pas 700 000 euros net à Adrien, Adrien part libre l'été prochain. Donc en gros, elle menace le club, quoi. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, rupture de négociation. Le club le prend très très mal, surtout vis-à-vis de l'investissement financier et moral qu'on a mis sur ce gamin, quoi, sur autant d'années. Donc il décide, en lui en faisant part, de le mettre à l'écart en disant si vous refusez de prolonger votre contrat, ça signifie donc que Adrien va partir libre l'été prochain. Donc à ce moment-là, le club ne récupérera pas de compensation financière, malgré le fait qu'on ait rendu ce gamin professionnel. Donc en guise de sanction, Adrien ne participera plus au match officiel du Paris Saint-Germain. Il s'entraînera à part, avec des préparateurs physiques bien entendu. Il continuera de s'entraîner quotidiennement, mais à part. Et il n'y a pas de raison qu'il prenne part aux séances d'entraînement du Paris Saint-Germain si lui-même n'est pas impliqué dans le projet. Enfin, ça paraît complètement logique. Donc là, ça traîne un petit peu. Les négociations durent quelques semaines, voire quelques mois. On arrive même au mois de janvier. Les négociations ont même repris entre janvier 2019 et mars 2019, sauf qu'aucun accord n'arrive à être trouvé, sachant qu'il ne jouerait plus pour le Paris Saint-Germain. Commence à négocier avec d'autres clubs, évidemment. Et donc, comme cela se passe dans tous les clubs, finit la saison sans jouer, toujours en s'entraînant personnellement avec son préparateur physique. Les infrastructures du club ont toujours été disponibles pour les gens au loft, etc. Donc son contrat n'a jamais été prolongé, son salaire n'a jamais été augmenté, puisque lui réclamait 700 000 euros par mois et qu'on ne pouvait lui proposer que 500 000, alors que son salaire actuel était de 250. Donc on lui proposait de faire x2. Et donc là, Adrien Rabiot signe libre à la Juventus Turin à l'été 2019. On a appris par la suite qu'il a touché aussi une énorme prime à la signature, donc comme c'est toujours le cas quand tu pars de ton club libre. Une prime à la signature estimée aux alentours de 10 millions d'euros, ce qui est aussi énorme pour une prime. Surtout pour un joueur qui au final n'a pas énormément prouvé. Donc là, Adrien Rabiot débarque à la Juventus Turin, et là j'ai une anecdote mais mythique à propos de son arrivée à la Juve. Donc les dirigeants de Turin l'attendent à l'aéroport. Donc son avion affrété par la Juventus arrive sur le tarmac de Turin, les portes s'ouvrent, mais Adrien Rabiot, lui, il descend jamais. Donc là, le club et les médias ne comprennent pas. Ils l'attendent à l'extérieur pour pouvoir prendre des photos, le filmer, des interviews, etc. Donc là, il se passe 10, 15, 20, 30 minutes. L'avion est toujours sur le tarmac et était censé donc repartir tout de suite.
Le club appelle donc l'agent d'Adrien Rabiot, donc sa maman. Sa maman décroche, elle est toujours dans l'avion et elle ose dire aux dirigeants « Oui, mon fils ne descendra pas tant que les caméras et les photographes ne seront pas tous partis. J'avais dit au club que je ne voulais pas de photos, pas d'interviews et que personne ne filme mon fils à son arrivée à Turin. » Donc là, le club lui répond « Madame, ce ne sont uniquement que des médias du club, justement, pour pouvoir filmer, donc poster et communiquer autour de l'arrivée de votre fils dans notre club. Ce n'est en aucun cas des médias publics. » Réponse de la maman de Rabiot, j'en ai rien à faire, je vous avais dit 0 caméra, 0 appareil photo, et donc Rabiot reste encore 10 ou 15 minutes de plus dans l'avion. Non mais la honte quoi. Et finalement, c'est le président de la Juve qui est obligé d'appeler la maman de Rabiot pour lui dire « Madame, nous avons retiré toutes les caméras et tous les appareils photo de l'aéroport, nous avons simplement laissé la caméra de la Juventus officielle voilà, qui est obligé de filmer l'arrivée de votre fils comme c'est fait pour tous les joueurs et c'est contractuel. Mais sinon, tous les autres sont partis. Donc, s'il vous plaît, maintenant, descendez. Ça commence à nous coûter très, très cher. » Et donc là, Adrien Rabiot et sa maman se décident, une demi-heure ou 40 minutes après, je crois, se décident enfin à descendre de l'avion et aller à la rencontre des dirigeants de Turin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le premier contact cataclysmique que ça peut être alors que tu viens de signer, alors que tu es en conflit avec ton ancien club, que tu pars par la petite porte, que tu veux te faire bien voir par ton nouveau club, et tu fais une scène pareille pour une histoire de caméra alors que tu es un personnage public. Enfin, franchement, encore aujourd'hui, j'en rigole de cette histoire. Voilà. Donc ça, pour moi, ça définit complètement qui est Véronique Rabiot et à quel point elle a un impact très négatif sur l'image de son fils. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.